Chez les jeunes, le suicide est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route. Au total, on compte chaque année en France plus de 9000 décès par suicide et plus de 200 000 tentatives. Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, le passage à l'acte suicidaire n'a pas d'origine unique, et tous les groupes de la population ne sont pas également touchés. Il est également commun de penser que parler de suicide serait dangereux, car cela pourrait déclencher des passages à l'acte. On en fait donc un tabou qui ne favorise ni les relations d'aide, ni les relations de soutien, ni la prise en charge. Nous nous devons pourtant d'aborder tous les sujets, surtout ceux dont on a fait des tabous. En parler, oui, mais pas n'importe comment. C'est là que se situe le véritable enjeu. Nous sommes aujourd'hui à Lille avec Nathalie Powells et Charles-Édouard Notre-Dame, respectivement chargés de développement et coordinateurs du programme Papageno pour la prévention de la contagion suicidaire, et qui lance aujourd'hui la ligne nationale de prévention du suicide. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sans doute le tabou ultime dans nos sociétés, qui est le suicide. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu combien de personnes sont concernées par le suicide chaque année en France ? On estime qu'il y a à peu près 9000 personnes qui se suicident chaque année en France. C'est beaucoup. Heureusement, ça diminue depuis une vingtaine d'années, mais ça diminue très progressivement, trop progressivement. On s'attend, on aimerait pouvoir observer une rupture de cette courbe. Ce n'est pas encore le cas et c'est pour ça qu'il y a vraiment des actions de prévention à mettre en place. Donc c'est 9000 suicides chaque année et c'est beaucoup, beaucoup plus de tentatives de suicide. C'est presque 200 000 tentatives de suicide chaque année qu'on enregistre. Et au-delà des passages à l'acte, est-ce qu'on a aussi des chiffres sur les idéations suicidaires ? L'évaluation des idées suicidaires, ça dépend des études épidémiologiques, donc c'est toujours très difficile à estimer. On estime en population générale qu'il y a à peu près 4-5% des personnes qui ont déjà eu des idées suicidaires, mais cette proportion, elle varie beaucoup en fonction des âges. Par exemple, on sait que chez les adolescents et les adolescentes, c'est presque un jeune sur 10 qui a déjà eu des idées suicidaires au cours de sa vie. Donc tu as parlé d'une prévalence élevée des idées suicidaires chez les adolescents. Est-ce qu'on a des données sur les autres âges de la vie ? En fait, c'est très intéressant. Ce qu'on sait, c'est que ça dépend de l'indicateur qu'on regarde. Si on regarde le nombre absolu de suicides, c'est-à-dire les personnes qui se suicident, les plus nombreuses sont chez les hommes en milieu de vie, aux alentours d'une 40aine d'années. Si on regarde en revanche les taux de suicide, c'est-à-dire qu'on rapporte à l'effectif de la population, là en revanche, c'est chez les personnes âgées qu'on observe les taux de suicide les plus élevés. C'est des taux de suicide qui sont extrêmement élevés par rapport au reste de la population. Enfin, si on regarde sur l'ordre des causes de mortalité, la proportion de morts par suicide parmi la totalité des morts, là en revanche, c'est chez les jeunes qu'on observe la plus grande fréquence des suicides parmi les décès. Et on sait par exemple que chez les adolescents, ou plus généralement chez les 15-25 ans, que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la voie publique. Et au niveau des genres, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur les passages à l'acte suicidaires ? Alors, au niveau des genres, oui, il y a une différence très nette au niveau des passages à l'acte suicidaire. En fait, les hommes se suicident davantage que les femmes, c'est-à-dire qu'ils meurent davantage de suicides que les femmes. En revanche, les femmes font beaucoup plus de tentatives de suicide que les hommes. Mais puisqu'on en est à parler des genres, il y a les hommes, il y a les femmes, mais il y a aussi les personnes qui sont non-binaires, les personnes trans. Et on sait que ces populations-là sont particulièrement exposées au risque suicidaire, non pas évidemment de simple fait de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, mais essentiellement du fait aussi des difficultés d'intégration sociale et de la stigmatisation. Et comment est-ce que tu expliques que les hommes soient plus sujets au décès par suicide et les femmes plus aux tentatives ?
C'est vrai que ce qu'on sait, c'est que les hommes utilisent des moyens suicidaires qui sont plus violents, que les femmes. En revanche, en fait, ça résout pas toute la question parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que les hommes utilisent des moyens plus violents, que les femmes, et il y a tout un champ de la recherche qui reste à développer sur la question effectivement des différences de genre dans les conduites suicidaires. Et est-ce qu'on sait si des catégories sociales sont plus exposées que d'autres aux idées et au passage à l'acte suicidaire? Oui, malheureusement, dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres en santé, il existe de fortes inégalités sociales et territoriales en ce qui concerne le suicide. On sait que les classes sociales précaires et défavorisées sont davantage exposées aux conduites suicidaires que les classes plus favorisées. On sait que certaines catégories professionnelles sont davantage exposées. Je pense par exemple aux policiers, je pense aux agriculteurs qui sont extrêmement touchés, je pense aussi aux soignants auxquels il faut également penser. Oui, oui, il y a un lien. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le territoire français, les régions de France qui sont le plus touchées par le suicide, c'est-à-dire en gros les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, ce sont aussi des territoires où il y a davantage de précarité et aussi des territoires, il y a des corrélations importantes, où il y a davantage de problèmes d'alcool. Et ces idées et comportements suicidaires, est-ce qu'on sait comment ils se mettent en place chez l'individu? Alors on sait à peu près, oui, comment ils se mettent en place. Ce qui est le plus important de noter de tout, c'est que les idées suicidaires sont toujours associées à une souffrance extrêmement intense. Ce qui se passe, c'est qu'une personne qui est en proie à une souffrance importante, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais quelqu'un qui est en proie à une souffrance intense va progressivement voir les différentes solutions qui s'offrent à lui disparaître à ses yeux. C'est pas qu'elles disparaissent pour de vrai, c'est simplement que du fait de la tension psychologique, du fait de la souffrance, il ne les perçoit plus. Et plus cette tension augmente, moins il perçoit les solutions, et plus la seule option qui lui reste pour soulager sa souffrance devient le suicide. Ce qui est extrêmement important de noter, c'est que les idées suicidaires, elles n'apparaissent pas comme ça du jour au lendemain de manière brutale et très intense. Il y a toute une marche progressive des idées suicidaires. Et c'est important de le noter qu'il y a une marche progressive parce que ça permet du coup la prévention. Ça permet d'intervenir à chaque étape de cette marche progressive des idées suicidaires. Et qu'est-ce que c'est cette marche des idées suicidaires? C'est dans un premier temps, j'ai une souffrance intense, il y a des premiers sentiments qui sont assez classiques, qui sont l'impression de ne pas s'en sortir, l'impression d'être comme, une petite chose ballottée dans l'océan où on n'a plus prise sur rien. L'impression de la perte de sens de la vie, et progressivement, on va voir apparaître ce qu'on appelle des premières idées suicidaires passives. Des idées suicidaires passives, c'est: «Et si, là, aujourd'hui, on m'annonçait une maladie grave et qu'on me disait que je mourrais dans 3 mois, finalement, est-ce que ce serait si grave que ça? Et si, là, je sortais et que j'étais percuté par une voiture et que je décédais, est-ce que ce serait si grave que ça?» La différence avec une idée suicidaire, active, c'est qu'à ce moment-là, on se dit pas: «Je vais me jeter sous une voiture» ou «Je veux me donner la mort». Hem Et pourtant, c'est déjà des idées suicidaires. Ce qui est intéressant et c'est important de le dire, c'est que déjà à cette étape-là, on peut aider la personne pour diminuer la souffrance. Et puis la souffrance continue d'augmenter. Et là, pour le coup, on commence à se dire: «C'est trop difficile, c'est trop pénible pour soulager ma souffrance. Je ne vois plus que cette option-là que de me suicider», c'est-à-dire de mourir volontairement. D'ailleurs, on n'aime pas beaucoup la notion de donner la mort que j'ai utilisée tout à l'heure, parce que donner la mort, ce serait comme on donnerait un cadeau. Or, c'est pas un cadeau, et on pourra en reparler aussi. À ce moment-là, quand je me dis, je voudrais me suicider, au début, ça reste des idées vagues. C'est-à-dire que j'y pense une fois de temps en temps, c'est pas envahissant, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Et puis progressivement, la souffrance continue d'augmenter. Les options qui s'offrent à moi, diminuent également. En tout cas, je les perçois moins, même s'ils diminuent pas pour de vrai. Et là, pour le coup, mes idées se précisent de plus en plus. Elles deviennent de plus en plus fréquentes, elles deviennent de plus en plus intenses, et elles deviennent également de plus en plus précises dans le scénario que je me fais. Je commence à imaginer une manière de faire, je commençais à imaginer, un moment où je vais le faire, et là, pour le coup, ce sont des idées suicidaires qui deviennent vraiment inquiétantes avant le passage à l'acte.
On entend souvent parler de personnes qui sont décédées par suicide, finalement on dit parce qu'elle a perdu son emploi, parce qu'elle a perdu son petit ami, etc. On a toujours l'impression que quand on en parle, il y a une cause unique. Est-ce que c'est vraiment le cas? La réponse est non, clairement. Ça ne veut pas dire que une rupture sentimentale, une perte d'emploi ne joue pas dans le processus suicidaire. Mais il y a toute une série de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'on a l'habitude d'utiliser comme métaphore, c'est la métaphore du vase. C'est-à-dire, c'est comme si on avait tous un vase qui se remplissait au fur et à mesure. Et la tentative de suicide ou le suicide, c'était un peu comme si la goutte d'eau faisait déborder le vase. Eh ben, cette rupture-là, cette perte d'emploi peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sauf que, évidemment, le vase, il est déjà rempli. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est déjà rempli d'une somme d'expériences de vie qui sont difficiles et qui s'accumulent progressivement. Ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est qu'il y a ce qu'on remplit dans le vase et il y a la taille du vase. On n'a pas tous la même taille de vase, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables au suicide. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est plus vulnérable au suicide que quelqu'un d'autre? Il y a des facteurs familiaux, effectivement, quand on a quelqu'un dans la famille qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé, on est plus vulnérable au stress et donc au suicide. Attention, et c'est extrêmement important de le préciser, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un parent, un frère ou une sœur qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé que nécessairement je devrais passer à l'acte. J'ai juste une vulnérabilité supplémentaire. Ensuite, ce qui joue beaucoup, beaucoup, c'est les facteurs de vie dans la petite enfance. Quand j'ai vécu des violences dans la petite enfance, des négligences, des maltraitances, là, ça augmente la probabilité de passage à l'acte. Et d'ailleurs, cette vulnérabilité, elle se traduit par un ensemble de caractéristiques qui sont par exemple le fait que je suis plus impulsif, le fait que dès que je suis soumis à des conditions de stress, je réfléchis plus tout à fait dans toute la mesure de mes capacités. Le fait que je présente un trouble de santé mentale. Ça, c'est très important. Les troubles de santé mentaux augmentent de manière très importante le risque de tentative de suicide et suicide. La bonne nouvelle, c'est que les troubles de santé mentaux se soignent et se traitent très bien. Donc c'est pour ça que c'est important de soigner les troubles de santé mentaux parce que ça permet de diminuer la probabilité de faire une tentative de suicide ou de se suicider. Dans tout ce que je raconte là, et c'est important cette question sur la cause unique du suicide, c'est que tu as vu que on est parti de il s'est suicidé parce que il avait perdu son job. De fait, on va pas pouvoir empêcher dans toute la société les gens de perdre leur boulot. Pareil, on va pas pouvoir empêcher les gens de se quitter les uns les autres. Mais quand on redéploie toute la panoplie des facteurs qui contribuent au risque suicidaire, là par contre, on voit apparaître plein de pistes pour permettre d'apaiser et de prévenir le suicide. Et parmi ces pistes, eh ben, on peut à la fois vider le vase, c'est-à-dire baisser le niveau de souffrance, apaiser la tension psychique, et il y a plein de manières de le faire, en discutant avec un psychologue ou un psychiatre. Certains médicaments peuvent aider également. Et on peut aussi, alors ça prend plus de temps, c'est plus un travail de fond, mais c'est tout à fait possible, augmenter la taille du vase. On aide les personnes à trouver d'autres manières de gérer les problèmes, de mieux appréhender leur relation avec les autres, leur relation avec eux-mêmes, leur relation avec le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à la fois de crise et il y a un travail de fond qu'on peut faire. Et juste un petit mot supplémentaire là-dessus. On a décrit tout le cheminement là par rapport à la crise suicidaire. Ce qui est très important, c'est que dans tous les cas, ce cheminement-là, il est transitoire et il est réversible. Une fois qu'on passe ce cap-là, les idées suicidaires, elles rediminuent. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que si on réussit à passer ce cap-là, on regagne en degré de liberté sur la possibilité de s'investir dans d'autres activités, sur la possibilité de se ressaisir, de réinvestir la vie, en réalité. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des perspectives de prévention très solides. Alors tu parles de possibilité de prévenir le passage à l'acte en agissant sur chaque étape du processus.
Et très souvent, dans l'entourage des personnes qui ont des idées suicidaires, la question se pose de finalement comment réagir quand un proche mentionne l'éventualité de finalement de sauter la vie. Je pense que la première chose à dire, c'est que quand un proche nous dit qu'il a des idées suicidaires, c'est toujours un bouleversement. C'est toujours extrêmement inquiétant. Alors ça dépend comment on le voit. Effectivement, c'est très inquiétant et il y a de quoi être inquiet. À la fois, si un proche nous dit qu'il a des idées suicidaires, ça veut dire qu'on a des possibilités d'action. On peut faire des choses. C'est un peu comme si un proche nous parlait d'un problème de santé, quel qu'il soit. On va l'aider, on va l'accompagner, mais on va pas le faire seul, jamais. Et donc l'idée, c'est de pas rester seul avec ça. Alors il y a plusieurs possibilités. La plus simple, je pense, c'est le médecin traitant. C'est d'aller en discuter avec le médecin traitant. Ensuite, depuis aujourd'hui, il est possible d'appeler le numéro national de prévention du suicide. Ça, il faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont là, à l'autre bout du téléphone, qui sont parfaitement compétents pour répondre à tout type de questions par rapport à ça. Qu'on ait soi-même des idées suicidaires ou qu'on soit proche de personnes qui ont des idées suicidaires. Et puis, quand on est vraiment très inquiet et qu'on a l'impression qu'il y a un risque de passage à l'acte très prochain, de la même manière qu'un, par exemple, je sais pas, un infarctus, par exemple, c'est aussi grave, c'est aussi inquiétant, et on est tout aussi légitime à appeler le 15 ou à aller aux urgences. Donc, faut pas hésiter à appeler le 15 ou à aller aux urgences. Je voudrais quand même peut-être rajouter un petit truc, c'est parler aussi des personnes qui sont, malheureusement, pour qui il y a une personne qui s'est suicidée dans leur entourage. Alors c'est difficile parce que, évidemment, notre discours à nous, acteurs de prévention, c'est qu'il y a toujours des signes d'alerte. Et que, comme il y a toujours des signes d'alerte, on peut toujours prévenir. Mais évidemment, une fois que le suicide est arrivé, eh ben, on est un peu après ces étapes-là. Et ce qu'on entend souvent, et ce que les personnes disent souvent, c'est « j'ai pas vu, j'ai pas pu faire, du coup je me sens impuissant ». Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est normal. Et que, malheureusement, ça ne se passe jamais autrement que ça. C'est-à-dire que ça génère toujours un sentiment de culpabilité. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce paradoxe à la fois on dit, nous, acteurs de prévention, il y a toujours des signes d'alerte, et les endeuillés nous disent, mais nous, on n'a pas vu. Ben oui, mais c'est normal de pas voir. C'est normal de pas voir quand on est dans l'entourage extrêmement proche de quelqu'un, dans l'entourage affectif. Pourquoi c'est normal de pas voir? Premièrement, c'est toujours plus facile de se refaire le film une fois qu'il est passé. Donc évidemment, quand on regarde a posteriori, on peut se dire, bah oui, il dormait moins bien, bah oui, il était un peu plus ronchon que d'habitude, bah oui, il était plus distant. Mais dans le flot du quotidien, évidemment qu'on va pas s'inquiéter systématiquement dès lors qu'une personne est plus ronchon que d'habitude, dès lors qu'une personne dort moins bien. Premièrement. Deuxièmement, souvent les personnes qui ont des idées suicidaires, elles ont un souci très important de protéger leur entourage, de ne pas les inquiéter. Et donc c'est vrai qu'elles font attention de ne pas les charger et donc elles font en sorte de pas trop leur montrer. Troisièmement, souvent les signes d'alerte ils sont disséminés dans différents milieux. On en montre ou on en parle un peu au boulot, un peu dans mon activité personnelle, un petit peu dans la famille mais pas beaucoup. Et c'est quand on réunit l'ensemble de ces conditions qui fait que on perçoit effectivement qu'il y a un souci. D'où la nécessité de prendre acte du fait que le suicide et la prévention du suicide, c'est une affaire de tous et c'est une affaire de citoyens. C'est-à-dire que tout citoyen est capable de repérer, est capable de voir quand un de ses proches, ou pas proche, quand un de ses collègues, quand un de ses amis, quand un de ses, je sais pas, quelqu'un qui est dans mon club de sport, quand il va pas bien, et de pouvoir y réagir. Parce que si on en fait une responsabilité collective, alors ça aide à soulager la culpabilité. L'idée, c'est que de passer de la question de la culpabilité à la question de la responsabilité. Et puis, dernière chose, c'est rare en réalité que les personnes nous disent « j'ai des idées suicidaires, j'ai envie de mourir,
je veux me suicider. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? On ne le dit pas parce que quand on a des idées suicidaires, quand on a envie de mourir, quasiment toujours, malheureusement, mais c'est comme ça, on a associé un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité très fort, un sentiment de gêne, encore une fois l'impression d'être un boulet, l'impression d'être un poids pour les autres. Et donc on n'arrive pas à dire aussi explicitement que ça que j'ai des idées suicidaires, parce que ça ne se dit pas aujourd'hui. Malheureusement, ça ne se dit pas. Et donc on a des expressions voilées, généralement. C'est-à-dire que les personnes, elles sont prises entre deux feux. Elles sont prises entre, à la fois, c'est insoutenable, mais en même temps, je vois bien qu'on peut m'aider. Et à la fois, je peux pas en parler. Et du coup, ça donne des expressions que nous, on appelle ambivalentes. Et donc, des propos un peu allusifs. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas dire « je veux me tuer, je veux me suicider », mais elles vont pouvoir lancer des perches et dire des choses comme « moi, tu sais, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. C'est insoutenable pour moi. » Des choses un peu plus inquiétantes parfois. « Écoute, de toute façon, t'inquiète pas, t'auras plus à t'occuper de moi bientôt. » Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Ça, il faut pouvoir l'entendre et il faut pouvoir en parler. C'est ça qui fait que on pourra effectivement aider, sauver une personne. On connaît une crise sanitaire majeure depuis 1 an et demi et on a eu une résurgence un peu des questions qui entourent la santé mentale, avec une certaine prise de conscience qui se fait petit à petit. Et on entend de plus en plus parler d'une recrudescence des idées et des passages à l'acte suicidaires, notamment chez les plus jeunes, chez les enfants et les adolescents qui sont ta spécialité. Est-ce que c'est du catastrophisme journalistique ou est-ce que c'est une réalité? C'est une question qui est vraiment plus difficile qu'il n'y paraît. En réalité, pour pouvoir se prononcer de manière suffisamment rigoureuse sur cette question-là, et vraiment en ce moment de la rigueur, on en a besoin aussi pour pouvoir s'ajuster. Il faut un certain nombre de chiffres qui soient suffisamment à la fois précis, exacts et aussi réactifs. Et en fait, ces chiffres-là, on a des indicateurs qui sont pas mauvais, mais qui sont peut-être pas suffisamment encore solides et surtout, encore une fois, réactifs pour se prononcer de manière suffisamment ferme sur l'impact de la crise sanitaire. Parce que non seulement il y a la question des chiffres, de l'évolution des chiffres, et puis après il y a la question de l'imputabilité. C'est-à-dire, est-ce que les chiffres qu'on observe sont vraiment liés à la crise sanitaire? Et puis en plus, quand on parle de crise sanitaire, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle du ou des confinements? Est-ce qu'on parle de l'impact sanitaire, c'est-à-dire de l'épidémie elle-même? Est-ce qu'on parle des conséquences de l'épidémie, notamment des conséquences socio-économiques? Ça devient vite très compliqué. Les journalistes sont dans leur rôle de lanceurs d'alerte par rapport à ce sujet-là. Mais il y a un équilibre à trouver, qui est un équilibre qui n'est pas facile, entre lancer l'alerte et en même temps ne pas faire, comme tu dis, de catastrophisme. Et c'est d'autant plus important en matière de prévention du suicide que c'est pas anodin de lancer l'alerte, qu'il peut y avoir un impact très concret du fait de lancer l'alerte sur les comportements suicidaires. Donc là, pour le coup, quand on est journaliste, il faut un peu marcher sur un fil, en réalité. Et ce qu'on peut conseiller, et c'est ce que fait le programme Papageno, c'est déjà se documenter et prendre contact avec un expert sur la question. Bon, pour répondre plus précisément à ta question, ce qu'on a observé, c'est que pendant les confinements, il y a eu, contrairement à ce qu'on envisageait, une diminution des taux de suicide. Non seulement en France, mais aussi à l'international. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est que c'est un peu contre-intuitif, c'est pas ce qu'on attendait. Et puis, pendant un moment, on a aussi observé une diminution des tentatives de suicide. Sauf dans deux populations, les personnes âgées et les jeunes. Les jeunes, pas tout de suite. Les jeunes, dans un premier temps, en gros, premier confinement, sortie de confinement, l'été, la rentrée scolaire, on n'a pas observé vraiment de recrudescence de tentatives de suicide. C'est à partir de la fin d'année 2020 qu'on a commencé à observer une augmentation du recours aux urgences, mais aussi d'appels sur les lignes, par exemple,
des centres antipoison pour des tentatives de suicide. C'est à partir de là qu'on a commencé à observer une augmentation inquiétante du nombre d'idées suicidaires et tentatives de suicide, en tout cas de recours au système de soins pour des idées suicidaires et des tentatives de suicide. Le schéma que moi j'ai observé auprès des jeunes que j'ai rencontrés, c'était un peu celui-ci, c'est-à-dire un premier confinement où ça se passe plutôt bien, parce qu'on suspend les activités scolaires, on se retrouve en famille, et que, bon, certes, il y a des familles où c'est difficile, mais il y a plein de familles où ça se passe bien. Et donc, diminution de l'état de tension, une sortie de confinement qui est difficile, mais qui se compense à peu près, qui tient jusque la rentrée scolaire et pendant tout l'été, et une décompensation au moment de la rentrée. Et en fait, on observe les conséquences de cette décompensation au moment de la rentrée, surtout à la fin d'année 2020. Après, je nuance tout de suite ce que je dis. Ce que je dis, c'est mon expérience clinique. Et puisqu'on est dans une démarche scientifique rigoureuse, on ne peut pas tirer de conclusions trop hâtives d'expériences cliniques individuelles, premièrement. Deuxièmement, les chiffres que j'évoque restent des indicateurs qui ont leur force, mais qui ont aussi leur fragilité. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre de recours aux urgences pour des tentatives de suicide, on sait qu'il y a plein de tentatives de suicide qui ne vont jamais aux urgences et jamais à l'hôpital. Donc, toujours pouvoir observer les chiffres tels qu'on les a, mais toujours pouvoir être parcimonieux, et d'autant plus parcimonieux que le relais médiatique est important, mais il a des conséquences. Alors tu viens d'évoquer le rôle des médias et des journalistes dans ce qu'on pourrait appeler la contagion suicidaire. Et justement, tu es co-coordinateur du programme Papageno. C'est un mot qui ne parle sans doute pas à grand monde aujourd'hui, mais qui fait écho aussi à l'effet Werther, qui n'est pas forcément très connu non plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi il s'agit quand on parle d'effet Werther et d'effet Papageno? Alors d'abord, j'espère que l'effet Papageno et l'effet Werther sont de plus en plus connus. C'est la première chose, mais on va faire en sorte qu'ils le soient. Évidemment, il peut paraître un peu, alors pas choquant, mais un peu surprenant d'entendre parler de contagion suicidaire, surtout dans une période épidémique. Il est évident que on n'attrape pas le suicide comme on attraperait le Covid ou la grippe. C'est pas du tout lié à un virus ou quoi que ce soit. C'est simplement que il y a une observation assez classique, très ancienne, et qui est vraiment très étayée par la littérature. C'est que quand il se passe un suicide, et que ce suicide est couvert par les médias, qu'il est relayé très largement, surtout quand ça concerne une célébrité, et qu'il est relayé très largement de manière trop peu précautionneuse, on pourra en reparler ce que ça veut dire, de trop peu précautionneuse, eh bien ça a été associé quasiment systématiquement à une augmentation conséquente des taux de suicide et de tentatives de suicide dans les suites. Alors l'exemple qu'on prend très classiquement, c'est le suicide de Marilyn Monroe, qui a été suivi par une augmentation des taux de suicide de 12,5% aux États-Unis. Et puis ça s'est pas arrêté aux États-Unis. En Grande-Bretagne, ça a augmenté jusqu'à 10%. Donc c'est vraiment très significatif. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est pas récent, et en fait c'est tellement pas récent que on le décrit depuis à peu près le XVIIIe siècle, avec ce fameux effet Werther. C'est-à-dire que donc à la sortie du roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, où le héros se suicide à la fin du fait d'avoir été conduit par la belle Charlotte, ce roman donc a été publié très largement, et il a donné lieu vraiment à une espèce de vague de suicides à travers toute l'Europe. Et donc c'est en référence à cet effet-là qu'on appelle les conséquences de la publication d'articles de presse sur le suicide, et donc le risque d'augmentation des taux de suicide, qu'on appelle ça l'effet Werther. Bon, c'est très inquiétant tout ça, hein, cette histoire d'effet Werther. C'est-à-dire qu'on doit se dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de parler du suicide du coup. Le problème, c'est que quand on arrête de parler du suicide, ça renforce un peu tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça renforce l'isolement des personnes qui ont des idées suicidaires, les sentiments de honte, de culpabilité, et ça empêche toute prévention. Donc, ça veut dire que ça renforce ce qu'on appelle un double lien. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas s'abstenir de parler du suicide, et en même temps, ce serait comme si on ne pourrait pas parler du suicide. En vrai, on peut parler du suicide. Je dirais même qu'on doit parler du suicide. Mais on ne doit pas parler du suicide n'importe comment. Il y a des manières
de parler du suicide de manière précautionneuse et responsable, notamment pour les médias. Et on pourrait y revenir. Et puis, il y a une autre chose, c'est que beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte que certains articles de presse, certaines productions médiatiques bien particulières, et en fait, essentiellement, qui racontent des personnes qui ont traversé une crise suicidaire et qui vont mieux aujourd'hui, eh ben, ces productions médiatiques, elles sont associées à une diminution des taux de suicide. C'est-à-dire qu'il y a un effet de prévention. Et ça a été appelé en 2010 par un chercheur qui s'appelle Thomas Niederkrotenthaler. Ça a été appelé l'effet Papageno. Pourquoi Papageno ? Parce que dans La Flûte enchantée de Mozart, il y a un personnage qui est Papageno, qui est l'oiseleur Papageno, qui a pareil une amoureuse qui s'appelle Papagena. Et il y a un moment, il pense qu'il a perdu Papagena, et il est tellement désespéré qu'il veut se suicider. Il est à 2 doigts de passer à l'acte, et il y a 3 angelots qui l'arrêtent, qui lui disent « Papageno, arrête, arrête, arrête. Souviens-toi que tu as des ressources. Tu l'as oublié, mais tu as des ressources. Tu as sur toi des clochettes magiques. » Et donc Papageno sort ses clochettes magiques, il joue des clochettes magiques, et la Papagena apparaît, et il a plus d'idées suicidaires, et il file le parfait amour. Et cette métaphore, elle est très importante parce que l'effet Papageno, c'est ça, c'est grâce à la communication, on peut rappeler aux gens qu'en fait, ils ont des ressources. On en revient à cette fameuse crise suicidaire dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'impression qu'on n'a plus d'autre option et que du coup, la seule manière, c'est de se suicider. Là, grâce à la communication, on peut réouvrir le panel des options possibles. Donc, effet Werther, effet Papageno. Tu pointes l'importance de la prévention et justement, il existe quoi aujourd'hui en termes de dispositifs de prévention du suicide ? Ben, il en existe plein, vraiment beaucoup. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Non seulement il y a beaucoup de dispositifs différents, mais il y a beaucoup de personnes différentes. Il y a beaucoup de bénévoles, de professionnels, beaucoup de soignants, d'associations, de dispositifs, de structures qui sont toutes mobilisées pour la prévention du suicide. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. La difficulté qu'on a aujourd'hui en France, encore, c'est la nécessité de coordonner et d'articuler ces dispositifs. C'est ça notre gros enjeu aujourd'hui. C'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui sont mobilisées soient mobilisées de manière articulée et mobilisées dans une même dynamique. Et pour ça, ça ne s'improvise pas. Il y a vraiment des modèles de politique de santé publique, de politique de prévention du suicide qui sont pensés. Et par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, propose un modèle qui est une structuration de la prévention en 3 grandes sphères. En gros, l'OMS propose qu'il y ait une prévention qui soit une prévention universelle, c'est-à-dire qui s'adresse à toutes les personnes, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, peu importe ce qu'elles présentent, peu importe toute la personne, toutes les populations. Un exemple d'action de prévention universelle, c'est par exemple le programme Papageno dont Nathalie parlera, qui est vraiment un dispositif de communication et de sensibilisation, notamment grâce à l'effet Papageno, du grand public. Le but étant de promouvoir l'entraide et l'accès aux soins de manière extrêmement large. Après, il y a des actions qu'on appelle des actions de prévention sélectives ou indiquées. Ces actions de prévention sélectives ou indiquées, elles ont pour but de renforcer la prévention, d'avoir des mesures spécifiques de prévention pour les populations qui sont à plus haut risque de suicide ou de tentative de suicide, d'un point de vue statistique. C'est les populations dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de la question du vase. En gros, c'est les mesures qui sont destinées aux personnes qui ont un plus petit vase que d'autres, pour une raison ou pour une autre, dans un moment de leur vie ou du fait de où elles habitent, de ce qu'elles font, etc. Alors, ces mesures de prévention sélective, des exemples qu'on peut avoir, ça peut être par exemple la mise en place de réseaux de sentinelles. Qu'est-ce que c'est une sentinelle ? C'est une personne, un citoyen, professionnel ou non, non soignant, qui est formé, accompagné, soutenu pour avoir une action de repérage renforcée de la crise suicidaire.
C'est par exemple, dans un milieu scolaire, le fait qu'il puisse y avoir un CPE, un enseignant qui puisse être davantage formé à pouvoir repérer la crise suicidaire. C'est par exemple en milieu universitaire, il y a aussi des réseaux de sentinelles qui sont déployés. Donc ça, c'est un exemple d'action de prévention sélective ou indiquée. Et ce qui est intéressant, c'est que les réseaux de sentinelles, on peut les déployer spécifiquement dans les milieux pour lesquels on craint qu'ils soient plus touchés. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des déploiements de sentinelles dans des associations LGBT+, par exemple. Et enfin, le dernier cadre, enfin la dernière sphère de prévention qui est envisageable, c'est ce qu'on appelle la prévention ciblée. La prévention ciblée, c'est la prévention pour les personnes qui sont concernées par les idées suicidaires, par les tentatives de suicide. Et ça peut être soit le renforcement des possibilités d'accès aux soins et la prise en charge des personnes qui ont des idées suicidaires. Donc là, on agit essentiellement sur la dimension un peu sanitaire. Soit un meilleur accompagnement des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Parce qu'on sait, c'est que quand on a fait une tentative de suicide, on est à plus haut risque de refaire une tentative de suicide. D'ailleurs, c'est le facteur de risque le plus important. Et d'ailleurs, on est à plus haut risque de faire une tentative de suicide dans les temps qui suivent immédiatement la tentative de suicide, dans la semaine d'après. Et il y a un dispositif qui est aujourd'hui multirégional, qui est installé dans toutes les régions, qui est né, pour le coup, à Lille, qui est le dispositif Vigilance, qui a été coordonné par le professeur Guillaume Veva, qui consiste à mettre en place un réseau de veille et de gestion de crise pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide. De manière très concrète, les personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui sortent de l'hôpital ou des urgences, on leur remet une carte avec un numéro à appeler quand ils vont pas bien. Et ils peuvent appeler un infirmier ou une aide-soignante pendant 6 mois après la tentative de suicide. Et d'ailleurs, quand c'est pas leur première tentative de suicide et qu'ils sont à encore plus haut risque de refaire une tentative, on va vers eux. On a une démarche qu'on appelle proactive. Et dans ce cas-là, on les appelle. Au bout de 10-15 jours, on les rappelle juste pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vont. Et même, quand on n'arrive pas à les avoir au téléphone ou quand ils vont pas très bien, juste on leur dit qu'on pense à eux en envoyant une petite carte postale. Et ça a vraiment montré son efficacité dans la réduction des tentatives de suicide par ailleurs. Donc prévention universelle, sélective ou indiquée, ciblée. C'est la combinaison de ces 3 niveaux de prévention qui fait une politique de prévention efficace. Les uns individuellement ou séparément les uns des autres, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne, mais pas suffisamment. Ce qu'il faut, c'est combiner les 3 niveaux. Et puis après, il y a ce nouvel outil, depuis aujourd'hui. Alors, on est très heureux et très fiers de ce nouvel outil, qui est plus qu'un outil, qui est ce numéro national de prévention du suicide. C'est très important, ce numéro national, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait plus de 20 ans qu'on l'attend, ce numéro national de prévention du suicide. Il est très important pour plusieurs raisons. La première raison, et la plus simple, c'est que du coup, il y a une porte d'entrée claire, visible, que toute personne qui a des idées suicidaires, au tout début de la crise dont je t'ai parlé, jusqu'à l'extrême limite de la crise dont je t'ai parlé, pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide, pour les personnes qui sont exposées à un suicide, pour les personnes qui sont inquiètes pour un membre de l'entourage, pour les professionnels qui savent pas très bien comment faire, un portail d'accès visible pour recevoir une réponse professionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce numéro national, il est intégré dans une stratégie globale de prévention. Il est articulé avec cette stratégie globale. Il permet de potentialiser cette stratégie globale. C'est-à-dire que la sentinelle dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand elle ne sait pas quoi faire, elle pourra appeler le numéro national de prévention du suicide. Un professionnel qui repère quelqu'un qui va pas bien pourra appeler le numéro national de prévention. Une personne qui va pas bien pourra appeler ce numéro-là. Et puis inversement, le numéro national va se nourrir de toutes les actions qui sont menées par ailleurs. Donc c'est vraiment une dimension très intégrée qu'on est en train de construire et qui est réaccélérée aujourd'hui grâce au lancement de ce numéro national de prévention. Et d'ailleurs, si tu me le permets, ce que j'aimerais, c'est pouvoir adresser un message direct aux auditeurs nombreux des mots bleus. Si vous êtes en
grande souffrance ou en souffrance tout court. Si vous avez des idées suicidaires, si vous vous dites que c'est trop difficile et que la seule option que vous voyez, ou une option que vous voyez de plus en plus, c'est de mourir. Si vous êtes inquiet pour un de vos proches, si malheureusement vous avez été exposé récemment ou pas à une personne qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidée, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter un seul instant. Il faut appeler le numéro national de prévention du suicide. Comment on fait ? C'est très simple. On compose le 31 14. 31 14, vous appelez, vous avez une réponse. On s'occupe de vous. Merci Charles-Édouard pour tous ces éléments dont tu nous as fait part, qui portent un message d'espoir pour toutes les personnes qui traversent des périodes difficiles. Et ce message d'espoir, bien entendu, c'est il existe des solutions, vous n'êtes pas seul et en cas de besoin, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez appeler le 31 14. Merci pour tout ton travail et c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission avec Charles-Édouard. Donc toi, tu es chargé de déploiement du programme Papageno. Quelle est l'histoire de ce programme ? Quelle est l'équipe qui est derrière et quelle est la démarche que vous avez ? Alors le programme Papageno est né d'une découverte, à mon niveau en tout cas, où en fait on m'a fait lire une publication sur l'effet Werther. Et comme je suis de base chargée de communication, cette publication montrait effectivement à quel point les mots ont une importance s'agissant de la façon dont on va parler du suicide, aborder le suicide. Et ça a été une vraie révélation. Maintenant qu'on avait connaissance donc de ce fameux effet Werther, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en France justement pour justement faire de la prévention de cet effet d'enchaînement suicidaire. Alors fort heureusement, en plus de l'effet Werther, on a aussi découvert des publications sur l'effet Papageno qui offraient des pistes de prévention. Donc, avec Charles-Édouard, à l'époque, qui était interne en psychiatrie, puisque le programme est né en tout début de l'année 2016, on a décidé effectivement de construire des différents axes sur lesquels pouvoir agir dans le cadre de ce programme Papageno. Le tout premier axe, ça a été les écoles de journalisme, puisque cet effet Werther, effectivement, est démultiplié s'agissant de l'impact médiatique qu'il peut y avoir après un suicide, et notamment une célébrité, comme Charles-Édouard l'a dit. Donc, il s'agissait justement de pouvoir travailler avec les journalistes, et les journalistes justement en formation, puisque selon nous, ils pouvaient être davantage sensibles à l'impact justement qu'ont les mots dans leur métier. Donc, on a commencé à mettre en place des modules, un module de sensibilisation qui, dorénavant, est quasiment déployé dans la plus grande partie des écoles de journalisme en France, qui est très bien accueilli. Et d'ailleurs, s'il y a des directeurs d'école qui m'écoutent, je tiens vraiment à nouveau à renouveler tous mes remerciements pour la confiance qu'ils nous accordent. Donc voilà, ça a été la première piste, j'allais dire, les écoles de journalisme, qui s'est rapidement développée ensuite par des interventions au sein des rédactions sur un format beaucoup plus court, puisque le temps médiatique est un temps très serré. Donc on a proposé des formations flash dans les rédactions. Et puis, un peu de façon, j'allais dire en boule de neige, il est apparu aussi important de pouvoir armer les professionnels de la prévention du suicide lorsqu'ils sont interviewés justement par ces journalistes. Et on a proposé pour eux un module sous forme de média training. Donc aujourd'hui en France, il y a presque 1000 professionnels de la prévention du suicide qui sont passés par ce média training et qui justement sont en mesure dorénavant de pouvoir interagir de façon responsable avec les journalistes. Alors évidemment, quand on pense effet Werther, on pense souvent aux médias, à l'impact des médias, mais c'est important justement de savoir que ce n'est pas uniquement de leur responsabilité, puisque
toute forme de médiatisation est aussi concernée par cet effet Werther. Je pense notamment aux personnes qui vont interagir sur les réseaux sociaux. Là, c'est pareil, il y a des conseils qui sont donnés sur notre site web. Il y a également les auteurs de fiction, les scénaristes, les réalisateurs qui, à un moment donné, vont présenter une scène de suicide dans la fiction. Là, idem, on propose des conseils et là, la forme d'accompagnement est un peu particulière parce que c'est très souvent, je vais prendre un café avec eux, on parle au téléphone, c'est beaucoup plus informel. Mais l'idée, c'est justement de les conseiller au mieux pour qu'ils puissent aborder cette scène de la façon la plus Papageno possible, on va dire. Et puis après, il reste deux axes qui sont un peu particuliers. Je pense notamment à celui des hotspots. Alors les hotspots, ce sont ces lieux, on va dire, emblématiques, des lieux qu'on connaît comme étant des lieux où justement les gens vont plus souvent se suicider. Donc à nouveau, il y a cet effet de contagion suicidaire qui agit, qui intervient sur ces hotspots. Donc là, j'accompagne des villes, des communes, des lieux également, comme des ponts par exemple. Donc j'accompagne les gestionnaires pour prévenir et modifier l'image de ces lieux pour que justement ce ne soit plus des lieux où les gens viennent se suicider. Et le tout dernier axe, ce sont les institutions. Les institutions qui, elles, à un moment donné, peuvent être aussi impactées par un suicide d'un membre de leur personnel. Et là, on parle de déploiement de plans de postvention. Alors, désolée pour ce vocabulaire un peu technique, mais vous imaginez bien que quand au sein d'une institution, il y a un de ses membres qui se suicide, l'effet de chaos et de désorganisation, il est très fort. Et là, c'est la même chose. En fait, il y a des façons de faire particulières, spécifiques, pour annoncer le suicide, pour en parler. Même, j'allais dire techniquement, est-ce qu'on l'annonce par un mail? Est-ce qu'on prend plutôt la parole? Voilà, ce sont des choses auxquelles, dans ces moments-là, on ne pense pas, on est complètement désorienté. Et le programme Papageno peut aussi accompagner ces institutions lorsqu'il y a un suicide. Alors, le programme Papageno, c'est une toute petite équipe, puisqu'on est 3 dedans. Il y a Charles-Édouard Notre-Dame, que tu as reçu. Il y a également Pierre Grand-Genève. Tous les deux sont psychiatres. Et puis, moi-même, qui, de formation, suis plutôt sur le versant communication de ce programme. Justement, ton parcours professionnel initial était dans la communication. Et c'est un des points centraux du programme Papageno, c'est justement cette question de la communication autour du suicide. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui, de manière assez générale, aux personnes qui souhaitent aborder ce sujet? Alors, c'est vrai que le suicide, c'est un mot difficile à prononcer, difficile à entendre. C'est un mot, comme tu l'as à juste titre dit, qui est un mot tabou, on va dire. Mais pour autant, c'est presque, j'allais dire, une revendication du programme Papageno, qui est de dire que c'est un mot qu'il faut prononcer. Ce d'autant plus quand on a justement des ressources à apporter aux personnes. Parce que c'est effectivement un mot qui va bouleverser. Et à partir du moment où on prend quelques précautions pour en parler et que à chaque fois, on donne aux gens des ressources pour se faire aider, s'ils sont ébranlés par ce sujet. Dans ce cas-là, il y a quasiment plus de limites, justement, pour pouvoir en parler très naturellement. Ces petits conseils qu'on pourrait donner, alors, ils portent tant sur le fond que sur la forme. Je vais parler de la forme en premier. Les images, par exemple, qu'on va associer au suicide. Si quand vous tapez dans un moteur de recherche suicide, vous allez immédiatement tomber sur des images qui sont particulièrement gore, qui véhiculent de la tristesse, de la souffrance. Et les conseils, alors c'est pas les conseils de Papageno, puisqu'en fait Papageno se base sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc j'allais dire les conseils de l'OMS sont au contraire de montrer des choses plutôt en lien avec l'entraide, autour de la solidarité, de l'amitié, donc des choses beaucoup plus positives.
Et ça, en France, malheureusement, effectivement, ça n'est pas appliqué. Tout comme un des conseils aussi par rapport aux images, c'est de ne pas montrer le moyen létal. Et je vais prendre l'exemple de la police. À chaque fois qu'il y a un suicide dans la police, vous allez de façon régulière voir un zoom sur l'arme à feu qui pourrait être le moyen que la personne a utilisé. Donc voilà, ça c'est plutôt sur le côté iconographie autour du suicide. Sur le fond, les études autour de l'effet Werther montrent que le ton, par exemple, que l'on va employer ne doit pas être un ton sensationnaliste. Alors pourquoi ? Parce que justement, ça vient provoquer l'effroi chez les lecteurs. Donc on conseille plutôt quelque chose d'assez neutre dans le traitement qui va être fait, de ne pas romantiser non plus le suicide comme étant un geste libérateur, ne pas oublier qu'il s'agit de la fin de la vie, donc il n'y a rien de très romantique derrière le suicide. Effectivement, c'est toujours de ne pas positiver en fait le geste, se donner la mort. Effectivement, au sein du programme Papageno, on n'aime pas, on préfère des termes comme mettre fin à ses jours. Je pense aussi à des termes comme commettre un suicide. Enfin voilà, c'est tous ces termes qui vont au final accoler au suicide une dimension d'acte répréhensible qui ne transmettent pas au final l'espoir qu'il peut y avoir derrière la prévention. Ce que l'OMS préconise également, c'est de ne surtout pas faire la focale sur le moyen létal utilisé, puisqu'effectivement, ça contribue justement à cet effet de contagion suicidaire, tout comme le lieu. Et là, le lieu, je fais le lien avec justement les hotspots dont j'ai parlé tout à l'heure. Très clairement, c'est pas compliqué. Ça peut sembler demander un effort permanent de vigilance, mais pas du tout. Il faut toujours aussi avoir en tête que quand on comprend bien les mécanismes associés au suicide, on en parle de façon correcte. C'est tous ces mythes que l'on retrouve derrière le suicide et que Charles-Édouard a évoqué tout à l'heure, de penser par exemple qu'on ne peut rien faire. Ben si, il y a tout un panel de ressources qui sont disponibles pour la population et donc ne pas hésiter à les mentionner lorsque l'on traite du suicide. C'est également de penser qu'il y a une cause unique derrière le suicide. Quand on remet de la complexité derrière le geste suicidaire, on comprend qu'on peut agir sur tout un spectre de temps, en fait, une chronologie, et ça fait la différence également. Donc c'est aussi penser que le suicide apparaîtrait comme ça de façon spontanée, où je me réveille le matin et où je vais me suicider. Donc on invite aussi les journalistes à justement interviewer des experts et de parler de tous ces signes avant-coureurs, ces signes que l'on peut repérer justement chez les gens et qui vont les armer aussi pour pouvoir accompagner des personnes qui pourraient être en difficulté dans leur entourage. Alors, derrière toutes ces précautions que je viens de citer et qui permettent de prévenir, de réduire l'effet Werther, il y a tout le pan qui est de promouvoir cet effet Papageno. Comme je disais, c'est parler du suicide, oui, mais toujours en ayant des ressources d'aide. Et c'est pour ça qu'on invite tant les journalistes que les auteurs de fiction, à chaque fois qu'ils ont à mentionner, à traiter en fait du sujet du suicide, de toujours ajouter un encart dans leur publication, dans leur réalisation. Si vous avez des idées suicidaires, ne restez pas seul, parlez-en à un proche, à un médecin généraliste ou appelez. Alors dorénavant, appelez le 3114, cette nouvelle ligne nationale de prévention du suicide. Donc c'est effectivement dans cet effet Papageno, le fait de citer des ressources d'aide, ça a un impact extrêmement puissant. Et le second élément qui contribue à l'effet Papageno, c'est la publication de témoignages aussi, parce que derrière cet effet Werther et derrière cet effet Papageno, il y a tout ce mécanisme d'identification en fait qui est en jeu. C'est-à-dire que je vais m'identifier à la personne qui s'est suicidée, ou je vais m'identifier au contraire à la personne qui est parvenue à mettre en place des alternatives pour aller mieux et pour justement pouvoir en témoigner aujourd'hui. Alors ces alternatives, elles sont très personnelles, chacun a sa façon de faire. Il y a des personnes qui
qui vont ils vont se lancer dans le sport. Il y a des personnes qui vont trouver beaucoup de bénéfices à la lecture. Enfin, chacun a son petit truc. Et si on pouvait obtenir ces témoignages sur un peu cette boîte à outils qui est possible de mobiliser quand on a des idées suicidaires, ce serait vraiment quelque chose qui serait très puissant également pour la prévention du suicide. Donc, on vient de lancer sur notre site web justement des appels à contribution, des appels à témoignages, et j'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir alimenter régulièrement pour avoir cet effet justement d'identification positive. Et au-delà des choses que vous proposez déjà chez Papageno, est-ce que vous avez des projets nouveaux à venir au cours des mois ou des années prochaines ? C'est le problème de Papageno, c'est qu'on a tout le temps plein de projets. Et là, l'idée, bien sûr, c'est de toujours asseoir ce que l'on fait et tous ces axes que j'ai cités tout à l'heure, déjà de les consolider. Et on a beaucoup travaillé également en faveur de la création de ce numéro national. Donc, c'est quelque chose qu'on va relayer un maximum. Et il y a quand même un sujet sur lequel on pêche un peu, c'est justement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très compliqué puisque là, on touche à tous les citoyens, j'allais dire, et donc c'est une masse de personnes à toucher qui est quand même assez large. Mais dans la logique, justement, un peu de pouvoir développer et proposer des ressources aux gens, on a rejoint un programme de recherche qui est un programme qui prochainement va lancer sur les réseaux sociaux une ressource professionnelle également. Donc c'est le programme qui s'appelle Helios, équipe en ligne d'intervention et d'orientation pour la prévention du suicide, qui va s'adresser aux jeunes de 18 à 25 ans qui auraient des idées suicidaires et qui vont se rendre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram pour pouvoir justement communiquer via ce média, qui est le média qu'ils utilisent de façon très naturelle. Ils vont pouvoir entrer en contact avec des professionnels également, tout comme la ligne nationale, c'est une ligne qui est gérée par des professionnels. Helios, c'est également une équipe d'intervenants professionnels qui sera présente pour aider ces jeunes qui auraient des idées suicidaires. Donc toute l'originalité, c'est pas du chat au sens du terme, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux, qui est le moyen de communication de ces jeunes, pour justement leur proposer de l'aide en ligne. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Je tiens à nouveau à te remercier, Nathalie, d'avoir accepté mon invitation avec Charles-Édouard aujourd'hui à participer à cette émission spéciale pour annoncer le lancement de la ligne nationale de prévention du suicide, dont on rappelle le numéro 3114. Bien entendu, on vous remercie également pour tout le travail que vous faites au quotidien avec le programme Papageno pour aider les personnes qui sont dans une mauvaise passe à aller chercher de l'aide et à faire une démarche d'aller vers le mieux-être. Merci à beaucoup à toute votre équipe et on vous souhaite tout le succès dans les projets qui arrivent. Merci Mickaël. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.